Bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième webinaire de la semaine, de cette recherche sur la COVID et l'itinérance. L'idée de cette recherche qui a démarré maintenant en juillet l'année dernière, c'était d'essayer de documenter la réorganisation des services, des pratiques d'intervention dans le champ de l'itinérance en raison de la COVID, mais aussi de donner la parole aux personnes en situation d'itinérance sur leur expérience de la pandémie. Alors, on a fait un webinaire hier sur le entre guillemets, nouveau visage de l'itinérance. Et aujourd'hui, ça va être beaucoup sur les personnes qui étaient en situation d'itinérance et leur adaptation. Avec un titre comme « Rien n'a vraiment changé, mais il n'y a plus rien de pareil ». Donc, c'est le point de vue des personnes en situation d'itinérance. Juste vous rappeler, puis désolé pour tous ceux qui m'ont déjà entendu hier, mais donc cette recherche-là vise en 3 phases à documenter à la fois l'expérience des répondants, des intervenants et des gestionnaires en itinérance et aussi des personnes. Et on a aussi réalisé un sondage auprès de certains d'entre vous dont on va diffuser les résultats demain, donc sur les, la, les transformations en fait de vos pratiques et les enjeux de protection et de ce que vous avez pu vivre en fait dans la première vague. Là aujourd'hui, on se concentre pour une deuxième fois sur le point de vue des personnes en situation d'itinérance. On a eu quelques difficultés à obtenir les autorisations pour rencontrer ces personnes-là. Mais finalement, on a eu une fenêtre autorisée par l'université l'année dernière à la mi-novembre, début décembre. Donc, on a fait vraiment intensément des entrevues pendant ces 2 semaines-là où on a pu rencontrer 26 personnes, mais à travers 20 entrevues. Seulement sur Montréal, parce qu'on a eu une autorisation que sur Montréal. Et je dois dire que l'université a pris nous a donné une autorisation très spéciale avec des consignes sanitaires très, très complexes, mais nous a donné une autorisation spéciale parce que pour eux, il était important que dans le cadre du développement des connaissances, on ait le point de vue des personnes en situation d'itinérance et que si on ne le faisait pas là en présentiel, malgré la zone rouge, malgré tout, ben, ces personnes-là ne seraient pas entendues. Donc, c'est vraiment dans un souci d'éthique de la recherche et de la production de savoir que l'université nous a autorisé. On refera à partir de mai des entrevues avec des intervenants et on travaille à réobtenir une autorisation pour les personnes en situation d'itinérance. Alors cette recherche qui se fait de manière intensive, y compris avec des webinaires qui arrivent 3-4 mois après la collecte de données, ne peut pas se réaliser sans bain du monde. Alors, je vais quand même souligner la part de tout le monde. Donc, Philippe Benoît Côté, co-chercheur à l'UQAM, Elisabeth Gressler à l'UDM, Marie-Ève Goyer, Souane McDonald, Annie Fontaine et Caroline Grimard, qui agissent donc en co-chercheurs de cette recherche-là, et tout le personnel de recherche impliqué dans cette équipe-là. Donc, Stéphanie Wood, avec qui vous avez le plus de liens, qui est la coordonnatrice de recherche et qui pilote cette recherche de manière exemplaire. Isabelle Raffestin, qui est professionnelle de recherche et qui a beaucoup fait d'entrevues avec les répondants. Et une série d'étudiantes, Vanessa Bergeron, qui a travaillé sur des analyses de répondants, Joséanne Cosel, qui va vous parler aujourd'hui, qui a fait des entrevues avec les personnes en situation d'itinérance, Hélène Lesageman, qui va faire le webinaire de demain, qui a fait la préparation et l'analyse du sondage, Joanne Thompson-Sweeney, que vous avez entendu hier, qui a fait des entrevues avec les personnes en situation d'itinérance. Stéphanie Arsenault, qui va vous parler aujourd'hui, qui a fait des entrevues auprès des personnes en situation d'itinérance. Zoré Descroliers, qui travaille sur des comptes rendus et qui fait actuellement des focus group avec des répondants. Marie-Lou Landry, qui a fait des entrevues avec les personnes en situation d'itinérance et que vous avez entendu hier. Et Catherine Robertson, qui a fait des entrevues avec des répondants. Et j'ai gardé pour la fin Guylaine Racine qui a chapeauté le tout, il paraît jusqu'à la semaine dernière, parce qu'elle m'a dit, il faut que tu rendes à César ce qui est à César, hier, parce que je n'avais pas dit le reste hier. Donc, qui a chapeauté toute l'analyse des étudiantes et notamment des entrevues auprès des personnes en situation d'itinérance et qui a été épaulée la semaine dernière par Isabelle et Stéphanie. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, j'ai dit toute la vérité de tout ce qui s'était passé dans les 4 derniers mois dans cette équipe de recherche. Je vous remercie d'être présent en grand nombre pour cette présentation. Comment on va faire
On va faire un peu comme, comme à l'habitude, en tous les cas. Jusqu'à présent, on avait adapté, quand on a fait les 4 webinaires à l'automne, on vous a beaucoup entendu sur qu'est-ce que vous préfériez. Alors, on a retenu la formule, mais vous allez avoir des évaluations. Alors, si vous voulez qu'on change la formule, on est aussi prête à changer la formule. Donc, 30 minutes de présentation des résultats et de l'analyse préliminaire, hein, des données, puis on vous mettra dans des petites salles pour échanger entre vous et dégager des faits saillants à partir des questions qu'on va vous poser, puis une partie en plénière vers 1 heure pour revenir tous ensemble sur vos points de vue aussi, puis ce que vous avez pu vivre avec les personnes que vous accompagnez dans le contexte de première vague, mais aussi deuxième vague. C'est clair qu'on va aller faire des entrevues pour mieux comprendre l'hiver et les couvre-feux, là, mais là, c'est beaucoup de personnes donc, qui ont été rencontrées fin novembre, donc qui avaient vécu et le printemps et l'été en contexte de pandémie. Et je vais céder la parole à Joséanne. Merci beaucoup, Céline. Comme Céline vous l'a déjà un peu mentionné aujourd'hui, on va surtout parler aujourd'hui, les données préliminaires qu'on va vous mentionner sont issues surtout des personnes qui étaient déjà en situation d'itinérance avant la pandémie. Donc, on s'est vraiment, contrairement au webinaire d'hier, aujourd'hui, on s'enligne sur les personnes qui étaient déjà en situation d'itinérance. Donc, nous avons rencontré 26 personnes sur 20 entrevues, considérant par contre qu'on était en temps de pandémie. Ces entrevues se sont faites à l'extérieur, comme on l'a dit, au mois de novembre. Donc, les personnes que nous avons rencontrées, l'autre diapo d'avant, on peut voir les personnes qui s'identifiaient comme au genre masculin ou féminin, même Two-Spirit. L'âge variait entre 20 et 67 ans. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur les personnes que nous avons interviewées, 8 étaient d'origine autochtone, donc ce qui représente un échantillon de 31% dans notre échantillon. Par contre, il y a eu des limites toutefois à cette recherche. Le fait que les entrevues ont été faites à l'extérieur a eu un impact. Il faisait froid, il y avait du vent, parfois il pleuvait, donc parfois les entrevues étaient de très courte durée et les gens, ça a pu aussi impacter sur leur capacité à se confier à nous dans cette situation. Les données qui ont été recueillies sont aussi montréalocentristes, donc on ne peut pas elles ne peuvent être représentatives pour tout le Québec. Par contre, même si on a un petit échantillon, on peut affirmer que nos données sont fortes grâce à la triangulation entre les différentes sources clés. On peut penser aux données qu'on a recueillies auprès des gestionnaires du milieu institutionnel ou encore du milieu communautaire. On peut aussi penser à la recherche qui a déjà publié à ce sujet. Donc, on dit à peu près tous la même chose sans s'être consultés. C'est bon signe pour dire que nos données sont quand même fortes. Les extraits qui vont vous être présentés au courant de la présentation proviennent textuellement des entrevues que nous avons effectuées. Donc, c'est vraiment les mots pour mots ce que les gens nous ont dit. Alors, on peut y aller. Il n'y a rien qui a changé, mais il n'y a plus rien de pareil. Donc, un des premiers constats qu'on a fait, c'est que le discours des personnes c'est que dans le discours des personnes qu'on a rencontrées, la COVID s'est avérée être un obstacle sans être l'obstacle qui prend toute la place. Lors des entrevues, c'était difficile pour elles, de prime abord, d'identifier des exemples concrets de comment la COVID avait impacté dans leur vie. Par contre, lorsque on s'est mis à analyser plus en détail les entrevues, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un avant et un après dans le discours des personnes, comme on peut le voir dans les extraits suivants. Avant, on avait le choix des ressources, on avait le choix de notre journée, mais maintenant, on ne l'a plus. Avant, on était les itinérants. Maintenant, c'est les itinérants malades. Ça rajoute une étiquette. Donc, globalement, on peut dire que la COVID a vraiment eu un impact sur toutes les sphères de vie des personnes, comme le schéma ici l'illustre. C'est vraiment un élément qui a touché toutes les zones de vie et on va voir un peu comment ça s'actualise dans les diaporamas suivants.
Donc, les repères. En impactant sur la vie des personnes, la COVID est venue bouleverser les repères de ces gens. Du jour au lendemain, tout a changé. Cette perte de repères, on a pu voir que c'est actualisé en deux phases vraiment, soit au tout début, puis en continu. On va regarder en premier au tout début. Euh, le tout début, on peut vraiment le découper en 4 axes, soit la période d'incertitude, le premier confinement, les mesures sanitaires et la peur du virus. Si on commence avec la période d'incertitude, vous allez aussi voir que ce qui se passe auprès des personnes durant le tout début, c'est très, très similaire à ce que la population en général a vécu à ce même moment. Pour ce qui est de la période d'incertitude, c'est la période où tout le monde s'est demandé qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est sérieux, est-ce que ça va rester, est-ce que ça va passer. Durant cette période-là, personne ne savait vraiment quoi faire. Comment se positionner par rapport à ce nouveau virus-là. Plusieurs étaient même sceptiques du sérieux de la situation, comme on peut le voir dans la citation. Au début, lorsque la COVID a commencé, j'y ai pas cru. J'ai pris ça pour de la rigolade. Mais le moment où j'ai commencé à y croire, c'est quand ma copine a perdu son père à cause de la COVID. Donc, on se rend compte que c'est vraiment lorsque la COVID commence à rentrer dans nos vies qu'on prend un peu plus ça au sérieux. Durant cette période d'incertitude aussi, il y a eu le premier grand confinement. Tout d'un coup, tout a fermé. Les stratégies de survie, aller aux toilettes, quêter, manger, passent essentiellement par les espaces publics. Sauf que là, tout est en suspens. Les personnes sont donc frappées du jour au lendemain à des portes, se sont frappées à des portes fermées, sachant pas vraiment qu'est-ce qui allait réouvrir. Il y avait les services essentiels qui pouvaient rester ouverts. Sauf que la définition d'un service essentiel, ce n'était pas encore celle qu'on a comme aujourd'hui. Ce n'était pas clair et défini. Plusieurs endroits ont aussi préféré fermer au début par précaution, le temps de prendre, d'aménager les espaces, de respecter les mesures sanitaires et assurer aussi un milieu sécuritaire. Cependant, on peut se questionner sur la définition d'un service essentiel puisque la population sans domicile fixe, l'espace public est un service essentiel. Pour ce qui est de ce qui est resté ouvert, le maintien de ces services-là, c'est souvent accompagné de plusieurs règles. Plusieurs règles qui n'étaient pas pareilles d'un endroit à l'autre parce qu'encore une fois, si on se rappelle, quand le premier confinement a eu lieu en mars, c'était pas clair, c'était des recommandations que le gouvernement donnait et non des obligations. Donc, les gens choisissaient de le suivre ou pas. Ce qui nous amène à nos mesures sanitaires, notre troisième axe. Aujourd'hui, on les connaît tous quand même assez bien, les mesures sanitaires, le lavage des mains, le port du masque, la distanciation, sauf qu'au début, c'était pas très évident, c'était pas partout pareil, où et quand quoi faire, ça variait d'un endroit à l'autre. Et si on se rappelle, les masques, il n'y en avait pas comme il y en a aujourd'hui, le lavage des mains, le Purell, il n'y en avait pas à profusion. Donc, c'était pas aussi bien ficelé que ça peut l'être maintenant. Puis, on peut penser à la distanciation. Quand la COVID est arrivée, on était au mois de mars. Donc, il commençait à faire chaud. Dans les ressources, la distanciation du 2 mètres a fait en sorte qu'à présent, il y avait une nouvelle capacité d'accueil maximale qui était souvent en dessous de ce que les ressources accueillaient habituellement. Cela a fait en sorte que les gens se sont butés à des refus parce que la capacité maximale des endroits avait déjà été atteinte. Donc, les gens se sont appropriés plus l'espace public parce qu'à l'extérieur, c'est facile de garder le 2 mètres et c'est facile d'être en plus grand nombre aussi que dans les endroits clos. Malheureusement, le beau temps, ça ne dure pas éternellement. Puis, notre dernier axe, la peur du virus. L'inquiétude qu'on retrouvait dans la population générale d'attraper la COVID, on peut aussi la retrouver chez ces individus. Dans le discours, ce qui ressort par contre en premier, c'est la peur d'infecter les gens qu'on aime. Donc, si on a encore des liens avec les enfants, les petits-enfants, on arrête d'aller les voir parce qu'on ne veut pas les infecter, leur transmettre le virus par accident. La peur vient donc jouer un rôle sur les liens sociaux, les isole des gens qu'ils aiment. Puis, il y a la peur d'attraper la COVID.
Le gouvernement dit à tout le monde de rester chez soi, de rester confiné à la maison parce que c'est plus sécuritaire. Sauf que qu'est-ce qu'on fait quand chez soi, c'est l'espace public et que l'on nous dit que c'est dans l'espace public que c'est dangereux? Qu'est-ce qu'on fait? On est supposé d'aller où? Tout court. Cette inquiétude, elle est présente dans le discours des personnes que nous avons interrogées parce que justement, c'est dans l'espace public que la COVID est à haut risque de transmission. En dernier, il y a eu un changement d'attitude aussi des citoyens envers les personnes en situation d'itinérance. Il y a eu une méfiance citoyenne qui est arrivée en même temps que la COVID. On l'a vu dans l'extrait qu'on a vu plus haut, on n'est plus juste des itinérants, on est des itinérants malades. Les gens ont nommé à plusieurs reprises que le regard des citoyens avait changé sur eux. C'est comme si parce qu'on est en situation d'itinérance, on a automatiquement la COVID. Dans les entrevues, on nous a dit les gens changent de côté de rue quand ils nous voient. Les gens s'éloignent de nous. Ils ne nous regardent même plus. Ou quand ils nous regardent, c'est avec de la peur. C'est vraiment venu renforcer la stigmatisation que ces personnes vivaient déjà. Et cette méfiance, en plus, elle n'est pas justifiée, elle est non fondée parce qu'au début, quand on a fait nos entrevues en novembre 2020, le milieu de l'itinérance n'a pas encore été touché par la COVID. Maintenant, on va voir les repères en continu avec Stéphanie. Donc, bon après-midi, je suis Stéphanie, puis je vais continuer, c'est ça, avec la partie en continu, là, après ma collègue Josiane, donc qui va rendre compte de comment l'évolution de la situation pandémique a affecté les personnes en situation d'itinérance qu'il était là, avant la pandémie. Donc, en continu, ce que j'ai fait, dans le fond, ce qu'on a relevé, c'est quelques éléments qu'on a mis dans deux boîtes de tendance. Donc, la boîte de gauche qui relève de ce qui a augmenté, puis la boîte de droite, ce qui est plus en baisse. Donc, à travers l'évolution du COVID-19 qui a fluctué à travers le temps, on a remarqué des changements au niveau des mesures sanitaires, comme vous êtes tous au courant. Donc, ainsi, il est demandé aux personnes en situation d'itinérance de se montrer beaucoup plus flexibles pour adopter ces mesures-là, alors que le contexte se voit rigidifié pour elles. En ce qui a trait à l'incohérence des sources d'information, tout comme nous, nous l'avons tous vécu à travers les mois, les annonces gouvernementales, les différentes couvertures médiatiques, les informations des intervenants qui leur sont rendus, ainsi que les discussions qu'elles ont pu avoir dans la rue et ailleurs, il y a de grandes incohérences qui subsistent pour elles à travers le temps. Puis, tout comme nous, elles essaient de créer leur sens de tout ça à travers leur propre bagage. Donc, ça crée une difficulté de plus pour elles. Au niveau des inquiétudes et des risques, c'est sûr que quand on a recueilli nos informations, on a récolté qu'elles avaient principalement une plus grande préoccupation pour la sécurité de leurs proches. Donc, elles la priorisaient avant même leur propre sécurité. Par la suite, les personnes nous disaient avoir eu peur d'être infectées, puis avec certaines différents degrés d'intensité, parce qu'elles ont dû parfois se retrouver dans des situations qu'elles-mêmes n'avaient pas vécues, qu'elles n'avaient pas choisies, pardon, pour justement, dans des situations où est-ce qu'il y avait plus de risques, où est-ce que les mesures de distanciation n'étaient pas faciles à respecter. Donc, on peut penser aux hébergements d'urgence qui, avec le temps, ont vu naître des éclosions, puis des appartements qu'elles ont pu occuper avec des amis pour justement se mettre là-bas, mais qui se voyaient aussi surpeuplés. Donc, elles doivent ainsi gérer des risques de contamination qui sont plus élevés que ce qu'elles voudraient en général. Au niveau du durcissement des règles, donc on attend des personnes en situation d'itinérance de se plier à des nouveaux règlements, mais qui changent à l'intérieur d'un organisme, puis à l'intérieur d'un organisme à l'autre, à travers le temps, qui se rigidifient ou qui reviennent un petit peu flexibles. Puis où est-ce qu'elles ont peu de pouvoir décisionnel, voire aucun. Puis ces règles sont souvent amenées par des intervenants qui sont changeants, des nouveaux intervenants, des personnes qu'on connaît moins, des personnes en situation de pouvoir aussi sur nous. Donc, on voit que ces décisions influencent largement leur quotidien, leur routine, leur ici, maintenant. Donc, il faut aussi savoir qu'à l'époque des entrevues qu'on a fait, on n'avait pas encore le couvre-feu. Donc, c'est sûr que ça va être intéressant d'en savoir plus sur comment elles ont vécu les différentes règles entourant celui-ci.
Finalement, par rapport à la hausse de la méfiance citoyenne que ma collègue Josiane a abordée, c'est sûr qu'à travers le temps, elle a été modulée à travers les différentes informations que les gens ont eues. Puis, c'est ça, les personnes en situation d'itinérance ont dû gérer le changement des attitudes. Du côté des baisses, il y en a eu pour les contacts et les liens. Donc, c'est sûr que pour elle, il y a une baisse marquée de la possibilité d'établir et d'entretenir ces relations, ces contacts avec toutes les personnes. Donc, on sait que la valeur des relations est centrale à la vie des personnes en situation d'itinérance. Donc, voilà. Au niveau de l'accessibilité des organismes communautaires, ben, c'est sûr qu'au départ, il y a eu une certaine fermeture de certains organismes, puis une réouverture de certains également. À mesure qu'il y a eu peut-être des éclosions, il y en a qui ont dû fermer, il y a eu des changements d'intervenants, des changements dans les processus d'accès, des modifications aussi de leurs services pour s'adapter à la situation. Bref, toute une panoplie de changements qui a pu nuire à l'accessibilité de ces organismes-là qui sont pourtant essentiels dans leur vie. Il faut par contre nuancer que certains intervenants d'organismes viennent maintenant à elles. Donc, c'est plus facile de garder le contact pour certaines personnes. Au niveau des installations sanitaires, les accès aux toilettes et à l'eau ayant changé à travers le temps, ça a entraîné une difficulté de planifier son déplacement entre ses repères habituels, ses contacts habituels dans les lieux pour s'assurer de répondre à ses besoins primaires. Donc, ça a entraîné des situations inconfortables où certaines d'entre elles ont parfois dû répondre à leurs besoins en lieu public. Donc, ça a posé des enjeux au niveau de leur dignité. Au niveau des places en refuge, il y a eu une baisse des places disponibles, puis l'ouverture d'hébergements d'urgence, mais bon, avec une série de nouvelles contraintes comme on a déjà parlé. Il faut savoir par contre qu'il y a une nuance, l'accès à des espaces qui sont moins partagés, voire à l'espace d'une chambre seule, a amené beaucoup d'intimité et plus de confort pour certaines d'entre elles qui ont pu les occuper. Au niveau des sources de revenus, il y a une baisse de l'accès des métiers alternatifs, les métiers de rue, ou une baisse de leur lucrativité. Donc, quand on pense à la quête, au squidgy, au travail du sexe, etc. Et bon, c'est ça, les dons des passants ont repris par la suite de façon peut-être adaptée par certaines personnes en situation d'itinérance qui ont pu adopter la quête avec des longs bâtons, avec leur casquette au bout. Mais c'est ça, ça reste que c'était moins lucratif qu'avant et il y a peut-être eu un changement d'horaire aussi pour certaines de ces personnes-là. Donc, il y a aussi eu l'arrivée de la PCU avec ses avantages à court terme, mais le bémol que ça comporte à long terme, puis pour la crainte et le stress d'un potentiel remboursement. Enfin, au niveau des lieux de fréquentation, que ce soit pour faire ses démarches, se lier pardon, aux autres ou se tenir au chaud. Les accès aux lieux intérieurs et extérieurs se sont vus modifiés à travers le temps. Puis ça laisse moins d'options aux personnes en situation d'itinérance également. Donc, tous ces éléments-là ont fluctué à travers le temps et à l'époque des entrevues, on obtenait nos informations en contexte de refroidissement saisonnier. Donc, c'est sûr que nous, nos entrevues étaient un petit peu vers la fin de l'automne. Donc, on sait que les personnes en situation d'itinérance, normalement, ont leur stratégie d'adaptation, ils ont leurs habitudes, ils savent où aller. Par contre, on sait que la situation pandémique a amené justement un contexte de grande incertitude et a bousculé leur stratégie, leurs habitudes au niveau de leur routine. Tout cela, une personne l'a bien représenté en disant qu'il y a juste que, il y a plein de juste que. Puis pour donner une idée de la complexité qu'entraînent les changements en chaîne amenés par la pandémie, notre équipe a travaillé sur ce schéma qui est encore en construction. C'est sûr que je ne vais pas aller dans tous les détails. Le but, c'était simplement d'illustrer comment un défi ou une limite du COVID-19 peut générer des réactions, tant d'ambivalence, des dilemmes, des stratégies d'adaptation, même parfois des gains, selon les forces et les ressources d'une personne. Mais c'est vraiment une série d'actions-réactions. Donc, voilà. On a ici relevé les pertes en 3 différentes catégories.
La première, ça concerne les liens sociaux et les lieux de socialisation. Donc, ça fait référence au sentiment d'être en lien, d'appartenir qui est fondamental. Donc, on voit que les personnes ont relevé des pertes dans leur tissu social, notamment par les relations à leurs proches, aux intervenants, dans leur contact aux personnes de leur environnement. Le traitement différentiel, le changement du regard, on le sait que ça agit comme intermédiaire dans le regard qu'on se porte à soi-même, notre représentation de soi. Donc, ces pertes ont entraîné beaucoup de remises en question, des doutes, des sentiments de rejet, etc. Puis, ce qu'il faut considérer, c'est que les personnes en situation d'itinérance vivent tout ça au vu et au su de tous quand elles sont dans la rue. Au niveau des repères, routines et organisation, ça relève vraiment de ce bagage expérientiel qu'on utilise en général au quotidien pour répondre à ses besoins, aux urgences, avancer dans sa journée, sa semaine. Donc, on a tous besoin d'habitude pour se sentir ancré. Puis justement, tous les bouleversements amenés par la COVID ont entraîné plusieurs désancrages qui ont une influence sur le sentiment général de l'être pour les personnes en situation d'itinérance. Donc, elles ont dû se repenser dans un tout où est-ce que chaque élément est modifié, puis que l'impact des changements sur les interrelations entre ces différents éléments-là, donc on pense à des lieux, des intervenants, des contacts, tout ça, c'est incertain puis en mouvance. Les pertes au niveau de notre capacité de décider pour soi, elles sont lourdes à porter dans un contexte de vie qui est déjà, le fait d'être en situation d'itinérance, ça génère nécessairement peu d'espace de décision. Donc, les personnes, elles se voient retirer une grande part de leur zone de pouvoir déjà limitée par tous les chamboulements entraînés par la COVID-19. Puis le fait de pouvoir choisir pour soi de comment on vit, avec qui, ça devient difficile quand c'est fait en lieu public. C'est ce qui se passait pour plusieurs d'entre elles, donc qui considèrent que leur bulle familiale, c'est ces quelques personnes avec lesquelles elles cohabitent au parc. Donc, on n'est pas en train de faire sa journée pour ensuite retirer son masque à la maison. On fait sa journée, puis on la finit encore dans la ville, en lieu public. Donc, tout ça nous amène à présenter un point marquant dans nos entrevues, qui est celui de vivre au rythme de la ville. Donc, la ville, c'est son milieu de vie à une personne en situation d'itinérance. C'est ce qui régule et encadre son quotidien. Le lien est très organique. Comment certaines d'entre elles nous en parlaient, là, ça pouvait même faire penser, là, parce que c'est une image qu'on peut avoir en tête, mais à la circulation des patients, des voitures, comme la circulation sanguine. Le sentiment d'appartenance qu'ont les personnes à la ville, il est très marqué. On est attaché à l'espace qu'on occupe. La ville, c'est son chez-soi. Donc, en temps de pandémie, on se questionne sur comment on occupe son chez-soi quand il devient autant régulé et par des règles et des lois. Ces questions nous amènent à se dire que malgré tout, on se débrouille, on survit, on est bien en situation de survie. Donc, on sait que les personnes en situation d'itinérance peuvent compter sur plusieurs forces, ressources et plusieurs relations de soutien, plusieurs stratégies et mécanismes de défense, tout comme nous. Donc, parmi les forces, on note la débrouillardise, la résilience, le sentiment d'être auto-efficace, que certaines personnes ont pu nous partager par le fait, admettons, d'être normalement isolées, puis de se retrouver dans une situation qui isole tout le monde. Mais, certaines personnes se disaient qu'elles avaient une certaine expertise là-dedans, puis elles se sentaient, c'est ça, auto-efficaces. Il y a aussi au niveau des ressources, les personnes ont pu compter sur des rencontres extérieures, que ce soit avec leurs intervenants ou avec des personnes ou des proches. Elles ont pu avoir plus de liens solidaires et des comportements de partage entre elles, ce qui a renforcé leur lien, leur soutien affectif. Puis on a même vu, c'est ça comme nos collègues disaient hier, des mentorats un petit peu d'entraide, donc des personnes qui vivaient déjà dans une situation d'itinérance pouvaient aider des nouvelles personnes qui se retrouvaient à la rue. Puis, parmi les ressources aussi, il y a eu la PCU, qui est quand même une ressource pour certains qui a servi à rembourser des dettes ou même à louer des chambres de motel pour avoir un certain répit de la rue. Puis finalement, pour les stratégies et mécanismes de défense, certaines d'entre elles ont modifié leur consommation
que ce soit en l'augmentant, en la diminuant ou en changeant de substance parce qu'on a entendu que la drogue était de moins bonne qualité. Donc, on se rabat un petit peu plus sur l'alcool, on quitte la substance qu'on prenait avant. Donc, ça fait partie des stratégies. Il y a eu une certaine transposition des connaissances qui étaient associées aux pratiques. Que ça, excusez-moi, je me suis un peu perdue, mais une transposition des connaissances qu'on avait là, envers le VIH puis les ITS, les hépatites. Donc, juste le fait de se dire, OK, ben moi, je connais comment me protéger de ces infections-là, donc je vais appliquer mon savoir au COVID. Aussi les campements urbains. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais ça reste une stratégie pour reprendre du pouvoir sur sa situation, puis choisir de se retrouver dans cette situation-là plutôt qu'une autre. Puis on a vu qu'on pouvait grappiller un petit peu les zones de pouvoir là, qui sont déjà restreintes comme on peut. Donc peut-être en utilisant des mécanismes qu'on a déjà, comme les blagues, le sarcasme, avoir des rigolades avec des amis pour dédramatiser, avoir des conflits ou de la confrontation, de la méfiance ou éviter des sources que nous, on sent comme répressives. Donc, c'est des mécanismes qu'on peut avoir déjà auparavant, avant la COVID, mais qui sont peut-être augmentés avec cette situation qui est déjà difficile à gérer. Donc, avec toutes leurs capacités, que ce soit la résilience, les liens et tout ça, les demandes de la situation sont quand même assez grandes, que ce soit au niveau des pertes, au niveau des changements et de l'incertitude. Donc, on en arrive à se questionner et à se demander comment est-ce qu'on parvient à s'ajuster malgré toute cette pression-là. Donc, pour les personnes en situation d'itinérance qui vivent déjà en situation de survie, comment ne pas craquer sous la pression? Donc, c'est une question sur laquelle je vous laisserai mijoter, sur laquelle je me retirerai doucement. Donc, j'imagine que notre présentation a généré des questions, des commentaires. Donc, ce sera un bon moment d'en discuter. Puis, je repasse le micro à Céline. Merci Stéphanie. On voit en fait avec ces analyses préliminaires, en fait, je pense à quel point quand on restreint l'activité, on restreint les opportunités, à quel point finalement en fait en creux ça nous permet de lire dans le cadre des pertes, en fait, à quel point les services sont aussi, et puis on a souvent dit les services par rapport à ce qu'ils font, mais on dit moins, il y a des parts d'ombre en fait qui sont révélées, que ce soit en termes de liens de socialisation, de création de liens, de soutien aussi, qui sont pas matérialisés directement dans les analyses des services, mais qui témoignent en creux quand ça se restreint, qui témoignent en fait de l'importance des services, mais aussi de l'importance finalement de la vie de rue, de la vie de ville, que ces personnes-là on a beaucoup entendu la ville, hein, et d'habitude on entend le parc, l'espace public, mais moins la ville. Et je pense que le fait que la ville se soit ralentie, ça permet aussi d'exprimer des choses, d'entendre des choses des personnes en situation d'itinérance qu'on n'entendait pas toujours auparavant.